nous allons essayer de finir, si vous voulez, la séance 6. Et puis, à partir du jeudi, nous allons augmenter un petit peu la cadence. Hein, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, apparemment, il faut qu'on arrive à faire le maximum ou bien à finir avant les vacances du 23 janvier. Parce que probablement, vous aurez vos examens vers le 15 février. Hein. Donc, d'ici là, il faut qu'on fasse le maximum et je vous envoie les documents nécessaires en vous expliquant ce qu'il faut faire. Alors, rapidement, sans trop tarder, aujourd'hui, nous allons voir la séance 6. Donc, il y a à peu près 10 à 11 séances qu'on va faire. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, on va essayer de les faire et bien. Hein. Donc, surtout, se consacrer sur les notions et les éléments les plus essentiels à connaître. Alors, je vous rappelle que jusqu'à présent, nous avons vu ce que c'est que le marketing, les concepts clés, ce que c'est que la démarche, l'état d'esprit, etc. Et nous avons vu la différence entre politique, plan et stratégie, aussi la nécessité qu'une entreprise ait une stratégie. Hein, donc, c'est impossible qu'elle ne marche sans stratégie. Nous avons vu quel est l'intérêt de cette stratégie, quelle est sa place dans l'entreprise et dans les fonctions de l'entreprise. Nous avons vu les quelques stratégies que nous pouvons normalement distinguer et que vous pouvez en principe étudier par vous-même. Et nous avons vu les objectifs, si vous voulez, du marketing stratégique. Alors, les objectifs du marketing stratégique vont nous emmener à justement, selon ces objectifs, quel est le chemin que l'on va prendre, si vous voulez, pour y arriver. C'est ce qu'on a appelé dans le plan, comment, si vous voulez, s'y prendre. Alors, vous connaissez pratiquement tout ce que nous allons voir, hein, mais nous allons insister sur une seule stratégie, hein, donc, si vous voulez, qui est le développement de l'entreprise et qui a à la base une analyse qui s'appelle SWOT, que vous connaissez tous sans exception. Nous allons probablement réfléchir, si vous voulez, sur d'autres stratégies, mais l'analyse de chaque stratégie, si vous voulez, c'est tout simplement l'état des lieux. Voilà. Cet état des lieux, il peut être fait ou effectué par plusieurs méthodes. Et nous allons les énumérer et je vais vous présenter une ou deux. Je crois que ça suffit pour cette année-là. Bien. Alors, nous avons vu les objectifs du marketing stratégique. Ce n'est pas la peine que je les refasse encore une fois. Ce n'est qu'un rappel. Les objectifs du marketing stratégique, tout ça, nous l'avons vu. Maintenant, comment allons-nous, si vous voulez, s'y prendre, ou quelle est la démarche, en quelque sorte, si vous voulez, de cette analyse stratégique qui va nous permettre de trouver les objectifs et établir une planification et enfin mettre en œuvre cette planification. Voilà. Ce sont les trois éléments fondamentaux à connaître dans, je dirais, chaque étape d'étude. Mais attention, donc on l'a, si vous voulez, et moi et mon assistante intégré dans ces diapos. Vous ne pouvez absolument pas aller plus loin si vous n'avez pas ce qu'on appelle la méthode des cas. Hein, analyse d'une situation par une méthode des cas. Vous avez certainement fait des cas d'entreprise, des cas de marketing, des cas de comptabilité, et bien il y a aussi des cas, si vous voulez, au niveau stratégique. Je vais vous donner un premier document qui est dans ces slides concernant les études de cas, mais je vais vous envoyer un PowerPoint beaucoup plus explicatif que vous pouvez garder chez vous pour plus tard, hein, pour vos études supérieures,
enfin en master, ou bien pour autre chose. Alors, premier élément, l'analyse. On va rester longtemps sur l'analyse parce que c'est très important. D'accord? Alors, cette étape, elle vise à établir le diagnostic des besoins et des offres du marché afin de déterminer le potentiel de vente du produit ou service et les segments les plus intéressants du marché. Vous avez pratiquement tout ce qu'il faut faire pour n'importe quelle entreprise à travers cette analyse. Donc, c'est un diagnostic, c'est un audit, c'est une analyse fondamentale qui va vous permettre de trouver. Oui, oui. Alors, c'est quel lien? Vous êtes dans quel lien? Lien 2. Il s'affiche lien 2. Alors, il s'affiche partout, je pense. Bah, يمكن عندك غير أنت واقيلا. Je suis désolé. عاود essayer, il faut essayer. Voilà, actualiser peut-être. Bien. Alors donc l'analyse, si vous voulez, c'est un état des lieux qui va vous permettre de voir votre entreprise en interne et en externe. C'est-à-dire, vous allez analyser l'environnement interne et l'environnement externe. Alors, imaginez que vous êtes une entreprise et quels sont les acteurs qui interviennent au niveau interne, au niveau externe. Pour le mettre, si vous voulez, encore en image, prenez vous, en tant que personne, vous êtes une entreprise. Tout ce qui est en interne, c'est votre famille. Et ce qui vous concerne, c'est votre argent, c'est votre argent de poche, c'est vos frais de déplacement, ce sont vos frais de nourriture, frais de voyage, ce sont vos parents, vos cousins, tout cela, si vous voulez, c'est interne. Qu'est-ce que c'est que l'externe? L'externe, c'est tout ce que, normalement, vous côtoyez, mais à extérieur de la famille. Alors maintenant, si vous êtes en micro-entreprise, vous êtes dans la petite famille. Si vous êtes normalement en environnement proche, vous êtes peut-être dans, si vous voulez, la famille de d'autres villes, d'autres pays, etc. Mais ça fait partie de votre famille. Mais maintenant, l'environnement externe proprement dit, alors vous allez analyser les amis, les familles des amis, je ne sais pas qui, vos enseignants, votre faculté, les épiciers du coin, etc., etc. Les gens, les restaurants où vous allez, eh bien, tout ça, c'est l'environnement externe. Eh bien, c'est la même chose. L'entreprise, elle analyse un environnement interne et un environnement externe. Donc, pour qu'elle ait, si vous voulez, une vision globale sur son potentiel d'offre, eh bien, il faut qu'il y ait des méthodes, si vous voulez, pour cette analyse. Alors, l'analyse, si vous voulez, stratégique, elle se fait généralement en deux étapes. En interne, comme on vient de le dire, vous analysez la capacité de votre entreprise et les moyens humains, financiers et toutes les compétences que l'entreprise possède. Et là, si vous voulez faire intervenir des éléments du marketing, vous allez retrouver l'image de marque, la notoriété, vous allez retrouver la qualité, si vous voulez, tout ce qui est marketing durable, tout ce qui est solidarité, bah, tout cela, c'est interne. Et vous avez l'analyse externe. L'analyse, on appelle généralement analyse Pestel, mais Pestel, c'est tout simplement pour c'est une analyse qui vient
pour approfondir l'analyse SWOT. Nous le verrons plus tard. Et vous avez l'analyse de Porter, hein, ou les 5 forces concurrentielles. Alors ça, c'est dans la stratégie d'une manière générale. Si nous prenons ça schématiquement, vous avez l'analyse externe, c'est le marché, la concurrence, l'économique, le politique et le social. Hein, c'est ce qu'on appelle PESTEL. Hein, donc, vous verrez d'une manière, si vous voulez, mais elle se fait relative au secteur, relative, si vous voulez, à l'activité de l'entreprise. Et vous avez l'analyse ou le diagnostic, si vous voulez, interne, les compétences, les métiers, etc. D'un côté, on détermine les contraintes et les opportunités au niveau externe, au niveau environnement externe, et on détermine les forces et les faiblesses au niveau interne. Hein? Alors, je tiens à cela parce que vous aurez certainement, si on fait un QCM, vous aurez des questions sur, si vous voulez, les forces et les faiblesses, etc. Il faut les distinguer. Qu'est-ce que c'est qu'une force? Qu'est-ce que c'est qu'une faiblesse? Et qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? Et c'est quoi une menace? Ce qu'on appelle une contrainte. Ensuite, vous déterminez les objectifs. C'est quelle stratégie vous voulez poursuivre, challenger, leader, suiveur, etc. Donc, nous verrons. Vous prenez votre choix et vous l'appliquez. Et ça, au niveau de l'application, c'est le plan. Et au niveau marketing, ça va être le marketing mix. Donc, il n'y a pas de mystère, c'est clair. Vous êtes dans une situation, vous diagnostiquez, auditez, et ensuite, vous voyez en principe ce qui marche pour votre entreprise. Alors, il est obligatoire de se servir des indicateurs pour une analyse préalable. Et les indicateurs, il faut normalement, si vous voulez, un choix. Quelle est la méthode et quels sont les critères que vous allez utiliser? Un premier diagnostic, il pourra être, par exemple, l'analyse SWOT. Hein? L'analyse SWOT, je viens de le dire, c'est un SWOT, ce sont des termes qui distinguent en anglais les opportunités, les menaces et les forces et les faiblesses. Ou encore, vous pouvez utiliser soit PESTEL, soit les forces, si vous voulez, concurrentielles de Porter, soit la Boston Group Consulting, la BGC, si vous voulez, c'est une matrice qui vous donne aussi d'une manière analytique, hein, donc la situation où vous êtes. Si vous vous rappelez certainement, vous avez certainement entendu parler un petit peu des produits phares, produits vache à lait, produits, etc., les dilemmes et tout ça, c'est l'analyse, si vous voulez, de BGC. Mais ce sont que des matrices qui vont vous permettre, si vous voulez, d'avoir une vue globale sur votre stratégie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut suivre, si vous voulez, et quelle est l'option que vous allez choisir? Là, vous avez vu leader, challenger, suiveur ou spécialiste, mais vous pouvez choisir autre chose. Donc, si vous voulez, rester dans l'imitation, par exemple. Alors, là, c'est l'outil, d'après, si vous voulez, la Commission européenne, hein, c'est la définition, c'est un outil d'analyse. Il combine, l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, n'importe laquelle, avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement de l'organisation. Aucun, je dirais, aucun élément ne doit être, si vous voulez, pas caché, ne doit être oublié, hein, dans votre analyse. Vous êtes censé repérer les opportunités
si vous voulez, et les menaces, et vous êtes censé faire une analyse pour trouver votre potentiel d'offre sur le marché qui doit être meilleur que la concurrence. Voilà, c'est clair. Et vous avez ce qu'on appelle, si vous voulez, une des méthodes qui peut vous permettre, en quelque sorte, d'avoir une perception de développement. Alors, n'oubliez pas que l'ensemble de vos collaborateurs, l'ensemble, si vous voulez, du personnel, des décideurs, même n'importe qui au niveau de votre entreprise, il doit être intégré dans la réflexion, si vous voulez, stratégique. Vous ne pouvez absolument pas, si vous voulez, comment dirais-je, comprendre en quelque sorte une analyse stratégique si vous n'arrivez pas du tout à avoir une vue globale de la situation. Alors, dans ce cadre, les décisions prises au sein de l'entreprise doivent prendre de nombreux, si vous voulez, facteurs en considération. Nous pouvons normalement résumer tout cela dans l'analyse SWOT qu'on vient de le dire. Hein. Vous avez normalement une méthode qui va vous donner, si vous voulez, en quelque sorte, un business plan. Hein. Donc, à partir des stratégies que vous allez décider, en étudiant vos environnements internes et votre environnement externe. Et vous êtes en quelque sorte, si vous voulez, vous êtes obligé de faire certaines analyses qui vont vous permettre de ressortir avec vos forces et faiblesses, opportunités et menaces. Alors, voici la fameuse matrice. Hein. Donc, vous avez en principe les atouts et les handicaps en haut, enfin en abscisse, et vous avez normalement en coordonnées, si vous voulez, les marchés internes et externes. Et vous êtes censé réduire votre analyse en 4 carrés. Vous avez les forces, les faiblesses, les menaces et... Alors, nous allons voir comment on essaye, si vous voulez, de retrouver ça à partir de certaines, si vous voulez, explications. Et en même temps, vous allez regarder, si vous voulez, d'une manière beaucoup plus claire, ces éléments-là avec quelques exemples que je vous donnerai, si vous voulez, à la fin de cette présentation. Je crois que vous allez tous comprendre et vous pouvez facilement, si vous voulez, comment dirais-je, selon les cas, hein, l'appliquer à n'importe quelle entreprise. Bien. Alors, les forces. Attention. Alors, il faut automatiquement que vous vous entraîniez à identifier. Si je vous donne, maintenant, je vous dis lieu de votre activité. Vous êtes censé me dire que c'est une force. Ce n'est pas une opportunité et ça ne peut pas être une contrainte. Non, c'est une force. Et nous expliquerons pourquoi. Vous pouvez même vous-même, rien que réfléchir, hein, donc lieu de votre activité. Alors, si je prends un magasin hein, de vêtements, eh bien, si vous êtes à Morocco Mall et si vous êtes, je ne sais pas, Qasariat Hafari, eh bien, imaginez les deux lieux. Un, c'est à Morocco Mall et l'autre à Qasariat Hafari. Je ne parle absolument, je parle que du lieu. Certainement, vous aurez certaines clientèles, etc. et tout ça dans un lieu plutôt que dans un autre. Et vous aurez, il y a énormément de choses, si vous voulez. Alors, je vous donne une force, par exemple, c'est un parking où on peut stationner. Il y a énormément maintenant de gens qui souhaitent aller en ville, mais ils ne vont pas. Ils n'y vont pas parce que normalement, il n'y a pas où stationner. Eh bien, le lieu de l'activité maintenant, si vous voulez, même parfois
dans certains quartiers en ville, c'est très délicat parce qu'il faut un parking. Et d'ailleurs, les Américains le disent depuis les années 30, hein, no parking, no business. Hein. Si vous n'avez pas de parking, vous n'avez pas de, si vous voulez, des affaires. Alors, essayez de sonder vos forces, ça veut dire essayer de voir, si vous voulez, est-ce que vous avez des spécialistes en marketing qui peuvent aller plus loin? Est-ce que vos produits sont innovateurs ou ils sont normalement différenciés par rapport à la concurrence? Les procédures de qualité, votre production, tout autre aspect de votre business qui peut ajouter de la valeur à vos produits ou services. Vous faites aussi un diagnostic des faiblesses. Personne ne peut ne pas être critiquable. Une personne, une entreprise, un service, tout ce que vous voulez, on peut trouver des choses qui manquent. Eh bien, les choses qui manquent, ce sont les faiblesses. Et si on arrive, si vous voulez, à retravailler ces faiblesses, on peut les rendre des forces. Manque d'expertise, produit ou service banal, hein, lieu de votre activité, mauvaise qualité des marchandises, réputation endommagée. Donc, vous voyez que ce sont des éléments qui peuvent être des forces, mais ils sont négatifs. Hein. Donc, comme le lieu de vente ou le lieu de votre activité peut être un atout, il peut être un handicap. Donc, vous voyez que c'est très simple. Il n'y a pas de mystère, si vous voulez. Il n'y a pas d'explication très profonde à chercher. Les opportunités, ce sont, si vous voulez, les occasions que vous avez qui peuvent faire développer et faire envoler, si vous voulez, votre affaire. Marché, ce développement. Hein, donc, Internet, pays en voie de développement, etc. Donc, il y a de l'opportunité, il y a de l'espoir d'un développement réel. Fusion, joint venture ou alliance stratégique entre d'autres entreprises, c'est un atout, c'est une opportunité. Les entrées de nouveaux, si vous voulez, entrer dans de nouveaux marchés internationaux, marché délaissé par un concurrent inefficace et vous prenez sa place, c'est une opportunité. Hein? Donc, regardez, il y a combien d'opportunités que certains, si vous voulez, entrepreneurs ont trouvé pendant cette pandémie, hein, de mars jusqu'à présent. Il y a énormément de secteurs, surtout dans la distribution, même dans la restauration, à distance, enfin, à livraison, qui se sont de manière extraordinaire. Il y a de nouveaux métiers, il y a de nouveaux produits. Il y a des gens qui ont fait des fortunes, hein, rien qu'avec les masques. Hein, donc, et ça, vous avez certainement vécu tout cela. Donc, ils ont trouvé une opportunité, ils ont sauté dessus. Les menaces, les threats, ce sont, si vous voulez, des choses qui risquent de nuire à votre activité ou de la stopper. Hein. Regardez par exemple une nouvelle taxation. Eh ben voilà, vous ne pouvez plus payer de taxes. Pourquoi? Parce que si vous payez des taxes, si vous payez des frais supplémentaires, si vous payez, eh ben votre produit aura un prix plus élevé. Et plus le prix est élevé, plus il va y avoir une réticence de la part de certains, si vous voulez, acheteurs. Donc, vous ne pouvez plus écouler votre produit. Et là, la menace, elle est, je dirais, capitale pour votre réussite. Eh bien, si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème, il y a d'autres concurrents qui vont rentrer en jeu. Parce que eux, ils ont les moyens, ils ont les capacités et ils ont certaines forces qui sont cachées. Vous avez, par exemple, des concurrents ayant un produit ou service innovant. Hein? Donc, vous produisez un produit, vous le vendez, ça marche très bien, mais vous avez oublié l'innovation. Vous n'avez jamais été dans des salons, vous n'avez jamais participé à des congrès, vous n'avez pas de recherche et développement,
vous n'avez pas embauché d'experts, vous n'avez pratiquement pas suivi les tendances de votre marché. Eh bien, résultat, votre produit, ben, il servira plus à rien du tout. Donc, vous êtes dépassé. Cette petite ligne, vous pouvez l'imaginer, regardez par exemple, je ne sais pas, Samsung et Apple au niveau des smartphones. Samsung et Apple. Eh bien, si Apple s'arrête, elle ne fait plus rien du tout, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être bouffée totalement par Samsung. Maintenant, si je vous dis que Samsung et Apple ont déjà dans leur regard les smartphones de 2030 ou 2040, que nous connaîtrons, nous, peut-être en 2030 ou en 2040. Mais ils les ont déjà, parce qu'ils réfléchissent dans un monde innovant. Ils savent très bien ce que le consommateur souhaitera, si vous voulez, dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Mais ils sortent ça petit à petit. Parce que toute innovation, elle est imitée. Hein? Et si vous n'arrivez pas à avoir plus de créativité et plus d'innovation, même ce que vous produisez, même s'il est innovant, il va être un jour, si vous voulez, dépassé. Alors, l'analyse SWOT est pour la gestion et politique stratégique d'entreprise. Elle comprend deux éléments fondamentaux. Nous les répétons, encore une fois. Force et faiblesse au niveau interne et opportunités et menaces au niveau externe. Encore une fois, vous analysez l'environnement interne et vous sortez avec des éléments de force, si vous voulez, et des éléments de faiblesse. Attention, des éléments de faiblesse, ce n'est pas pour les sortir et puis les mettre de côté. Non, ce sont des éléments de faiblesse que vous allez découvrir et que vous allez essayer de les rendre des forces. La même chose pour les menaces. Ce sont peut-être des opportunités, mais que vous avez délaissées. Et si vous analysez vos environnements, si vous voulez, externes, économiques, démographiques, etc., vous pouvez certainement trouver des éléments sur lesquels vous allez vous appuyer. Au niveau interne, eh ben c'est toujours la même chose. Vous êtes, si vous voulez, dans les forces et faiblesses, il y a des éléments à certainement, si vous voulez, améliorer ou encore, si vous voulez, à innover davantage. Alors, à chaque fois, quand on parle, si vous voulez, d'un diagnostic ou d'un état des lieux, vous avez des enjeux hein, auxquels n'importe qui ou n'importe quelle entreprise ou n'importe quel de vos concurrents aspire à y arriver. Alors, vous allez anticiper. Anticiper sur quoi? Anticiper sur, en principe, si vous voulez, les menaces conjoncturelles ou structurelles. Vous allez aussi identifier et choisir certaines, je dirais, les meilleures opportunités de développement pour votre entreprise. Il faut trouver une orientation stratégique, qui correspond parfaitement à vos souhaits. Et l'analyse SWOT, si vous voulez, elle permet justement d'arriver à ce niveau-là. Alors, quand on parle, avant le diagnostic, si vous voulez, interne, j'aimerais bien dire deux mots sur, pour clôturer la définition de l'analyse SWOT. Elle vous donne une image, comment l'entrepreneur perçoit son entreprise pour elle-même et dans son environnement. Voilà, c'est ça, c'est une image. C'est comme si vous allez photographier, si vous voulez,
votre entreprise d'une manière interne et d'une manière externe. Et vous allez analyser cette photo. Qu'est-ce qui ne va, qu'est-ce qui ne va pas, définir, si vous voulez, les meilleurs éléments pour que tout marche, etc. Et là, le diagnostic interne et le diagnostic externe. Donc, la photographie interne et la photographie externe. En interne, par exemple, il peut s'agir du portefeuille technologique, du niveau de notoriété, de la présence géographique, du réseau de partenaires, de la structure de gouvernement, d'entreprise, etc. Donc, regardez combien d'éléments on peut, marketing, intégrer dans cette stratégie. Et ce qui est important et ce qui fait la force de cette matière de marketing, si vous voulez, c'est qu'elle est omniprésente. Omniprésente. Hein? Alors, si je prends ces petits éléments, hein, quand je parle de portefeuille technologique, c'est de l'innovation, c'est de la créativité, c'est du marketing, du digital, de tout ce que vous voulez. Si je prends la notoriété, c'est votre image. Si je prends la présence géographique, c'est votre réseau de distribution, de présence. Si je prends votre réseau de partenaires, c'est vos réseaux sociaux. Hein, donc, soit des réseaux sociaux par Internet, soit des réseaux sociaux, je dirais, palpables, hein, avec des partenaires, des conventions, des fournisseurs, des clients, etc. Vous avez la structure de gouvernement, c'est votre gestion. Maintenant, on parle, si vous voulez, du marketing RH, hein, dans le recrutement. Vous savez, le marketing, il est omniprésent. Et là, c'est quelque chose d'important, si vous voulez, à savoir dès le départ. Et pour que, si vous voulez, les résultats, normalement, soient, je dirais, bien utilisés, eh bien, il faut que l'analyse soit d'une manière beaucoup plus intéressante, si vous voulez, dès le départ. Vous avez aussi le diagnostic externe. La même chose. Il peut s'agir de l'irruption de nouveaux concurrents. Attention. Mais si vous ne faites pas attention, si vous voulez, à vos concurrents, à un certain moment, vous ne serez plus capable de les suivre. La même chose au niveau environnement global, externe, l'apparition d'une technologie, au niveau national, au niveau international, etc. Et tout ça. Parfois, il y a même la situation fiscale, ou si vous voulez, la réglementation, elle peut changer, vous n'êtes même pas au courant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez aussi l'ouverture de nouveaux marchés. Alors, à chaque fois, l'analyse externe, si vous voulez, elle doit être faite en intégrant l'ensemble de vos concurrents. Alors, interne ou externe, si vous voulez, c'est pratiquement des études que l'on peut faire beaucoup plus facilement sans aucun souci. Alors maintenant, pour avoir une idée sur ce que je viens de vous dire, prenons IKEA, que vous connaissez. Ça date au moins de 6 ans, je crois. Alors maintenant, ce sont des chiffres qui ont certainement changé. Plus de 300 magasins qui se répartissent dans 40 pays. 10 000 produits en magasin. 600 millions de visiteurs par an. Et 600 millions de visiteurs sur le site web par an. Imaginez, imaginez. Alors, IKEA est une entreprise suédoise reconnue qui propose des meubles pour tout type de maison. Voilà, vous la connaissez, vous l'avez certainement visitée. Quand vous voyez ça, c'est partout dans le monde, c'est la même image, même chose, même, pratiquement, vous pouvez rentrer à IKEA Maroc et à IKEA France, c'est le même magasin. Donc, si vous ne le savez pas, on vous met à l'intérieur, vous ne croyez pas, est-ce que vous êtes dans quel pays? C'est identique. Alors, quelles sont, à votre avis, les forces
les faiblesses, les opportunités et les menaces. De cette, à mon avis, hein, donc, pas à mon avis, l'avis de tout le monde, vous dites, bah, ça marche, bah, elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de faiblesse, elle n'a pas de menace, mais ça marche. Hein, donc, puisque vous voyez que ça marche. Et pourtant, l'analyse SWOT, si vous analysez ce que je viens de vous dire, vous trouverez que effectivement, il y a. Alors, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Trouvez-moi des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Monsieur. Oui, je vous écoute. 300 magasins, cela veut dire que le réseau de distribution est très fort, équivalent à dire que le coût de distribution envers les magasins va être élevé. Non, ça c'est vous qui le dites. Là, ça peut se discuter, mais c'est vous, en principe, si vous voulez, qui annoncez ça. Parce que ça peut être, si vous voulez, une opportunité, comme ça peut être une menace. Mais du coup, négatif, c'est une menace, monsieur. Mais vous voyez quel côté au niveau de la distribution? Monsieur, il y en a beaucoup de magasins. Cela veut dire que le coût du transport va être plus élevé lors de l'établissement du calcul des coûts de distribution. Alors, savez-vous que dans certaines opérations, alors par exemple, si je prends Margène. Chaque margène est autonome au niveau de la gestion. C'est analytique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que margène ديال Mode Sultan, margène ديال Californie, margène, chacun il doit être rentable par rapport à ce qu'il a, lui. C'est-à-dire qu'il y a une analyse, je dirais, comment dirais-je, comptabilité analytique. Il faut que le client qui rentre, il doit être rentable pour le magasin, lui, et non pas pour l'ensemble des margins. Et quand on arrive, si vous voulez, à avoir une comptabilité analytique par point de distribution, on n'a plus de problème. Vous pouvez multiplier des milliers. Dès le moment où un margin ne marche pas, il ne doit pas du tout compter sur l'autre margin. Ah oui, j'ai bien compris, monsieur. Je sais pas si... Oui, voilà, monsieur. Voilà, exactement. C'est بحال شي حانوت حالو ومولاه كيبيع ويشري خاصو يكون rentable. Dès le moment où on a, si vous voulez, cette gestion, on n'a plus dans la recherche, je dirais, comment dirais-je, d'aider un magasin ou d'aider un hypermarché qui ne marche pas parce que, non, pas du tout, pas question. On le ferme. Et eux, ils savent très bien d'une manière stratégique. Alors, pour avancer, c'est pas un souci, c'est tout simplement, j'aimerais bien que vous réfléchissiez sur ça pour avancer. Voici quelques forces. L'espace intérieur de ces magasins est très engageant. De nombreuses personnes y vont simplement pour voir ce qu'il y a de neuf, sans besoin particulier au départ. Ça, c'est une force. D'abord, فكروا. Et quand vous étiez chez IKEA, est-ce que vous étiez allé pour acheter quelque chose? Très rare. Mais là où vous êtes, c'est agréable de découvrir, de regarder. Qu'est-ce qu'ils ont ramené, qu'est-ce qu'ils n'ont pas ramené depuis votre dernière visite. Et ça, c'est un élément attractif, c'est une force. Et parfois,
vous avez tellement des milliers et des milliers de produits que vous n'arrivez pas du tout à mémoriser qu'ils existaient auparavant. Parce que eux, ils changent de temps en temps la décoration. Et ils savent très bien la rotation des clients, etc. Donc, on ne va pas rester sur chaque élément de cette manière-là. On va lister. Et quand vous les aurez, essayez de les analyser. Alors, de nombreux produits sont vendus à des prix imbattables. Mais on y trouve aussi des produits chers, mais de très bonne qualité. Donc, c'est une force supplémentaire parce qu'il vous donne, en quelque sorte, le choix de choisir le segment dans lequel vous allez y être en tant que client. Et il joue, si vous voulez, cette enseigne, elle joue sur ce qu'on appelle le positionnement. Hein? Donc, vous pouvez être, si vous voulez, dans deux segments pendant un moment. Parce que vous pouvez trouver un produit qui coûte 15 dirhams, mais le même produit avec un autre matériau, par exemple, qui peut coûter 100 dirhams. C'est à vous de choisir. Au niveau textile, au niveau bois, au niveau tout ce que vous voulez. Là, il y a quelque chose, c'est une force supplémentaire. Vous avez aussi, l'entreprise, aujourd'hui met la durabilité de ces meubles en avant. C'est pour, normalement, à travers même sa communication, etc., la qualité, l'importation de certains meubles, etc., et tout ça, et ben, pour se démarquer, si vous voulez, de la concurrence. Et elle ajoute la durabilité et l'écologie dans ces meubles. Par exemple, le recyclage à 85% de ces emballages. La chaîne effectue, par exemple, un contrôle très strict au niveau de ses fournisseurs. Donc, vous voyez que ce qu'elle fait en amont, il est très utile en aval. Eh bien, c'est une force qui n'existe pas chez d'autres. Regardez IKEA par rapport à Kitea. C'est tout à fait différent. Le vrai écoute des besoins des clients. De nombreuses études de marché nous montrent qu'IKEA, dans le top 10 des entreprises, si vous voulez, recouvrant la meilleure satisfaction client. Et ça se voit au niveau de sa propreté, au niveau, si vous voulez, même, je crois qu'on l'a dit, au niveau de IKEA, qu'est-ce que vous remarquez, par exemple, qui est une force aussi au niveau de son personnel? Monsieur, une des forces de Oui, IKEA, c'est le fait que le client peut acheter ses meubles et les rassembler lui-même. C'est l'une des avantages, c'est une valeur ajoutée. mais ça peut être une menace aussi, parce qu'il y a des clients qui sont feignants, faibles, qui ne veulent absolument pas réfléchir. Je ne sais pas, quand vous voyez de temps en temps dans certains meubles IKEA, on vous met 2 personnes. Il faut minimum 2 personnes pour l'assemblage. Parce qu'une seule personne, elle va tout jeter en l'air et puis ça, elle va être, si vous voulez, découragée de temps en temps. Et surtout, quand il assemble tout, et puis il y a certaines pièces qui restent. Hein, donc, il ne sait pas où est-ce qu'il a oublié de les mettre. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle du personnel. Qu'est-ce que vous avez remarqué au niveau du personnel? Les gens qui travaillent chez IKEA, qu'est-ce que vous avez remarqué? Et d'ailleurs, je crois que c'est la seule entreprise qui fait ça au Maroc. Les restaurants qui sont au sein du magasin. Non, non, pas ça. C'est la seule entreprise qui emploie, bon, je vais appeler ça comme le nom que vous comprenez, qui emploie des gens handicapés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Au niveau de ces vendeurs, il y a certaines personnes qui sentent, si vous voulez, à mobilité réduite ou qui, normalement, qui sont handicapés tout simplement d'une main, d'une jambe, etc. Et qui les a embauchés parce que c'est une
politique de recrutement international de IKEA. Oui, oui, je vous écoute. Monsieur, Bien sûr, c'est une... Mais, pardon, à quelle raison on recrute des handicapés? eh bien, pour montrer que quand vous achetez quelque chose, vous aidez une famille. Quand normalement une entreprise rentre dans ce jeu-là, c'est une valeur de plus, si vous voulez, que vous allez donner à ces meubles. C'est comme بحال كتشري شي حاجة et en même temps بحال كتعطي صدقة. بالنسبة لنا حنا en tant que musulmans. Mais بالنسبة لهم هما c'est une solidarité. C'est aider l'autre. Parce qu'un jour, Allah yahfad, on peut être comme eux. Et quand une entreprise embauche, si vous voulez, des gens, hein, surtout les mettre devant, c'est-à-dire les clients. Il faut qu'ils les voient, qu'ils les connaissent, qu'ils ne savent pas parler, ou qui sont des malvoyants, ou qui sont une capacité motrice un peu déficiente. Et bien là, vous dites, ah ben, c'est une entreprise solidaire, c'est une entreprise qui prend en compte le social, c'est une entreprise généreuse, c'est une entreprise, etc. et tout ça. Et il y a certaines personnes, si vous voulez, ça c'est ce qu'on appelle le marketing, encore une fois, social, qui peut aider. Et bien c'est une force pour certaines entreprises. Malheureusement, chez nous, on n'a pas ça. Hein, donc, vous allez, moi j'ai, si vous voulez, dans certains pays, hein, donc j'ai vu des agences bancaires où on ne va pas prendre de jeunes filles ou de jeunes garçons beaux, etc., bien habillés pour qu'on les mette devant les clients. Non, ces gens-là ont aussi, si vous voulez, une certaine dignité, un certain honneur, et ils doivent être devant les clients. Et on les trouve de temps en temps, si vous voulez, dans le standard d'une entreprise, dans même parfois les comptoirs d'une banque, etc., etc. Mais malheureusement, chez nous, on n'a pas ça. حنا كنعطيو داكشي en cachette, بحال كنخزنو, بحال je ne sais pas quoi. Et ça, c'est important. Les faiblesses, même avec, si vous voulez, toute sa modernité, etc., et tout ça, on peut retrouver des faiblesses. Alors, par exemple, certains marchés géographiques connaissent des difficultés. Par exemple, de nouveaux magasins ont été ouverts au Royaume-Uni et qui concurrencent au niveau bois, au niveau meubles en kit, IKEA. Et parce que chez eux, les pays scandinaves, c'est à côté, l'Irlande, c'est à côté, etc. Donc, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de, je ne sais pas, d'écologie, il y a beaucoup de ça. Et puis, on a créé d'autres structures, genre IKEA. Mais la croissance du nombre d'enseignes sur un territoire donné fait décroître la fréquentation. C'est tout à fait logique. Alors, le nombre de clients global n'a pas augmenté, mais les visiteurs se déplacent de moins en moins. Alors qu'auparavant, ils réalisaient de longs déplacements sans aucun problème. La densité des ventes réalisées par magasin a diminué. Et bien voilà, une faiblesse. Une faiblesse qui est externe. Et vous allez voir, dans vos analyses ou vos recherches, IKEA a relevé ce défi par l'innovation et par l'intégration de plus en plus, si vous voulez, de l'écologie dans ses produits. Deuxième faiblesse, les enseignes IKEA ne sont pas situées en centre-ville. Ils sont situés autour de grandes villes uniquement. Un client habitant dans une petite ville de province doit faire un long trajet pour s'y rendre. C'est la même chose, ce qui augmente le coût global de l'achat pour l'individu. Chez nous, il n'y a pas de station de bus pour aller chez IKEA. Il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de train, il n'y a rien du tout. La seule chose, si vous voulez, c'est la voiture ou la moto, tout ce que vous voulez. Mais puisque quand on se déplace chez IKEA,
on a besoin, si vous voulez, de transport. Eh bien, si vous pouvez prendre un taxi qui peut vous déposer là-bas, vous faites vos achats et vous les regroupez et Ikea s'en occupe. Donc, elle a résolu ce problème. Et bien là, c'est une faiblesse. Et bien, il faut essayer, si vous voulez, de la résoudre. Alors, quelles sont les opportunités? Eh bien, elle l'a fait, c'est le e-commerce. Donc, sans se déplacer, vous pouvez faire vos achats. Et vous avez, en quelque sorte, si vous voulez, comment dirais-je, un catalogue en ligne et une visite virtuelle que vous pouvez faire. C'est comme si vous étiez dans les rayons, si vous voulez, ou dans l'espace Ikea. Je crois que vous l'avez déjà fait. Donc là, c'est pour essayer, en quelque sorte, si vous voulez, de réduire les faiblesses de tout à l'heure. Ah, voilà une opportunité. Maintenant, des pays en plein développement comme la Chine offrent des opportunités, par exemple, pour la fabrication de meubles à bas coût. Les prix de vente peuvent ainsi rester bas. C'est une opportunité pour Ikea. Au lieu de rester dans certains pays, au niveau, si vous voulez, de la Suède ou des pays nordiques, donc elle peut, par exemple, pour l'Afrique, fabriquer ses meubles en Chine à moindre coût, mais avec une qualité Ikea. C'est une opportunité pour contrecarrer, en quelque sorte, les concurrents. D'un autre côté, ces nouveaux marchés regorgent d'opportunités d'expansion Ikea. En Chine, c'est 1,5 milliard de clients potentiels. Imaginez, qui veulent vivre à l'européenne. Eh bien, tout ce que offre Ikea, c'est pour 1,5 milliard d'habitants au niveau de la Chine, qui aspirent en. Je vous laisse. C'est pour ça que Ikea s'est exporté en Chine sans aucun souci. Et vous avez certaines études à faire dans ce sens-là. Alors, l'analyse SWOT, elle commence, si vous voulez, à nous intéresser dans la mesure où elle détecte, si vous voulez, ces opportunités. Les menaces. Une entreprise comme Ikea devra toujours combattre contre des enseignes à beaucoup, si vous voulez, à l'offre beaucoup plus large. Certaines vendent des meubles, des mobiles, des TV, et Ikea devra un jour se diversifier encore, parce qu'elles ne vendent pas de meubles, enfin, elles ne vendent pas de TV, elles ne vendent pas de caméra, elles ne vendent pas de portable, elles ne vendent rien du tout. D'accord? Mais certaines enseignes vendent tout. D'accord? Donc, mais là, pour le moment, il est resté dans, si vous voulez, tout ce qui est maison, meubles, etc. et tout ça. Ikea est présent sur le marché du meuble, qui est relativement immature, donc il est au sommet, si vous voulez, au niveau environnement externe. Il connaît certaines difficultés pour entrer des marchés émergents comme l'Inde et la Chine. Il doit, toujours Ikea, par exemple, prendre des partenaires locaux sur certains marchés pour les occuper. Ces partenaires pour prendre plus de 50% de ses parts, ce qui serait inacceptable pour Ikea. Vous voyez que il y a même certains pays maintenant qui autorisent certaines enseignes à s'y installer ou à s'installer dans leur pays qu'à travers une participation de leurs capitaux. Et c'est une menace pour Ikea. Un jour, on va leur dire il faut qu'il y ait 70% de capital marocain, si vous voulez, dans votre structure. Eh bien, Ikea n'a pas encore résolu, si vous voulez, ce problème de participation financière dans le capital de ces, je dirais, de ces magasins. Donc, l'analyse SWOT vous a montré, en quelque sorte, si vous voulez, les menaces, les opportunités, les forces et les faiblesses de Ikea. Prenons maintenant un autre secteur de l'automobile. Alors, d'après vous, quelles sont ses forces, faiblesses, opportunités et menaces pour Toyota? La même chose. N'importe quel secteur, vous le prenez,
et vous essayez de retrouver, en quelque sorte, si vous voulez, ces éléments-là. Je vous laisserai réfléchir plus tard, mais je vous donnerai quelques éléments de la même manière. On est dans un secteur automobile. Les forces, et surtout pour Toyota, c'est quoi? Toyota est au contraire en constante croissance dans plusieurs régions du monde, autant en termes de profit que de vente. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont des statistiques à partir des recherches, à partir d'un système d'information marketing que vous êtes censé retrouver. Vous pouvez avoir les rapports annuels de Toyota, vous pouvez faire des études de marché, vous pouvez faire des études documentaires, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a des indicateurs sur Internet et sur tous les documents. Et là, vous allez voir qu'il y a une constante croissance. Eh bien, c'est une force. Des analyses expliquent que cela est dû à sa large gamme de produits. D'accord? De la Lexus à la Laigo. Donc, Laigo, je pense qu'on ne l'a pas au Maroc. En passant par Land Cruiser, elle attire des clients aux attentes très différentes. Donc, elle a pris tous les segments Toyota. Le marketing est très ciblé. Il y a aussi, si vous voulez, c'est la première entreprise au monde qui a, enfin, au niveau de la fabrication des voitures, ce qu'on dit hybrides, donc qui marchent à l'énergie, si vous voulez, du moteur, et à l'essence. Donc, si vous voulez, donc il n'y a pas beaucoup de gaspillage, il y a une certaine qualité et il y a énormément de choses. Et que ce soit au niveau industriel ou au niveau, si vous voulez, particulier, la qualité, en quelque sorte, des produits de Toyota, tout le monde connaît, tout le monde le sait, tout le monde, il y a pas, quand vous avez une voiture Toyota haut de gamme, d'ailleurs, c'est la seule entreprise maintenant qui est arrivée, je pense, à 7 ans de garantie. C'est inimaginable. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. C'est impressionnant. Donc, ça veut dire que c'est une voiture qui ne tombera jamais en panne. Donc, vous voyez que je peux lister aussi, si vous voulez, les forces au niveau de cette entreprise. Alors, les faiblesses. Malgré tout ce que je viens de vous dire, elle a quand même certaines faiblesses. Aucune entreprise ne peut, si vous voulez, ne peut ne pas avoir, en quelque sorte, en analysant avec la matrice SWOT, sa situation ne peut ne pas avoir de faiblesse. Là, par exemple, l'offre internationale est trop importante, si vous voulez, pour Toyota. Mais avant d'entamer toute fabrication, les constructeurs doivent s'assurer que leur véhicule va satisfaire leurs clients. Les principaux marchés de Toyota sont le Japon et les États-Unis. Ils dépendent largement de la situation économique et politique de ces pays ou de ces marchés. Donc, la faiblesse pour Toyota, c'est qu'elle se concentre sur 2 grandes régions, les États-Unis et le Japon, et elle délaisse en quelque sorte les autres. Mais si jamais il y a une crise très importante dans ces pays-là, ça va être un problème. Donc là, la diversification en quelque sorte au niveau de ces parts de vente, elle n'est pas bien faite au niveau. Encore une autre faiblesse, investir dans une implantation représente des coûts fixes, faramineux. Il faut également former sa main-d'œuvre et conserver ce personnel une fois formé. Si le marché est en diminution, l'entreprise se trouve alors en surcapacité de production. Et là, il y a une mauvaise gestion, donc si vous voulez, au niveau, en quelque sorte, des implantations, d'informations, parfois dans certains pays, ça laisse à désirer. Et on peut retrouver en quelque sorte ces faiblesses qui sont des opportunités non utilisées
qui peuvent, en principe, nuire à la production ou, si vous voulez, à l'offre de l'entreprise. Imaginez donc, que dans pratiquement, je pense, 20 ans, je crois, même moins, 10 ans, il ne va plus y avoir de diesel en France. Je prends la France parce que nous la connaissons. Donc, il va y avoir que de l'essence et l'électrique et les voitures hybrides qui marchent, si vous voulez, avec une certaine autonomie au niveau de certaines batteries qui rechargent à travers, si vous voulez, le frottement du roue. Hein. Eh bien, qu'est-ce que ces entreprises vont faire, si vous voulez, de tout leur parc automobile en diesel et de tout ce qu'ils ont construit comme usine, comme formation de personnel sur le diesel. Donc, il faut, en principe, je dirais, refaire toute la formation de ces individus, s'ils sont jeunes, s'ils ne partent pas à la retraite, et essayer de liquider en quelque sorte tout cela. Et ben, c'est pour cette raison-là qu'ils investissent énormément dans les pays africains, parce que si le gasoil va disparaître de l'Europe, par exemple, dans 10 ans, donc il disparaîtra peut-être de l'Afrique dans 100 ans, 70 ans. Donc voilà une faiblesse que l'on peut, si vous voulez, rendre une opportunité dans d'autres situations. Les opportunités pour Toyota. Toyota a construit son image sur l'aspect protection de l'environnement. C'est une opportunité fondamentale. Est aujourd'hui un exemple suivi en matière de véhicules hybrides. Et le marché des voitures hybrides est aujourd'hui en forte croissance. C'est une opportunité extraordinaire. Et c'est le premier véhicule hybride au monde qui a été fabriqué par Toyota. Toyota a aussi commercialisé cette technologie de l'hybride à d'autres constructeurs. Donc, elle ne s'est pas du tout contactée, si vous voulez, elle ne s'est pas du tout, elle n'a pas réduit, en quelque sorte, son avancée hybride au niveau de ces véhicules à elle, mais elle a vendu la technologie à Ford, par exemple, à Chrysler, à même maintenant à Volkswagen, comment elle s'appelle, à PSA, et parce que c'est la protection de l'environnement, et cette idée d'hybride, elle est devenue une opportunité très importante pour Toyota. Toyota cible aussi le marché des jeunes citadins avec l'Aigo. Et si vous voulez, quand on cible les jeunes citadins, parce qu'on sait que c'est une attente différente et on sait que ce sont des personnes rapides qui veulent se déplacer rapidement, pas besoin d'une grande place pour stationner, à des prix, si vous voulez, croyablement concurrentiels, qui sont très très bas, et au lieu d'acheter une moto, vous pouvez acheter une voiture Toyota, c'est extraordinaire. C'est une opportunité, si vous voulez, pour l'avenir. Mais il y a aussi des menaces. On peut parler sur le marché automobile de concurrence effrénée. On voit aujourd'hui émerger la Chine et la Corée du Sud. La Corée, par exemple, avec sa fameuse Hyundai, vous avez vu ce qu'elle a fait au Maroc il y a une dizaine d'années, hein, même pas. Disons, Hyundai, c'était une voiture très, très mal connue. Et là, on en voit pratiquement toutes les secondes. Le secteur automobile dépend également de la fluctuation des prix en matières premières, l'acier et le pétrole. Donc, c'est une menace. Et c'est pour ça que elle a réduit en quelque sorte, je dirais, certaines menaces et les a rendues en opportunité parce que elle démarre avec la fabrication des voitures hybrides. Hein, donc le pétrole, et il y a des gens maintenant qui ont des voitures hybrides et qui oublient parfois de mettre de l'essence parce que ça fait longtemps qu'ils l'ont pas mis.
il roule gracieusement. Et d'autant plus, je ne sais pas si vous le connaissez, même l'État encourage à l'achat de voitures hybrides par une première, je pense, c'est que les voitures hybrides ne payent pas de vignette. Donc, c'est gratuit, hein, sans vignette. Parce que on estime que vous participez à la préservation de l'environnement. Les pays développés comme en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord sont en déclin comparé à d'autres. Du coup, les ventes sont en diminution dans ces zones géographiques. Et c'est tout à fait normal que Toyota cherche d'autres marchés parce que c'est une menace de perte, si vous voulez, de produits. Alors, vous avez aussi Nokia, Apple, Samsung. Je vous laisse réfléchir, si vous voulez, sur les forces et les faiblesses de Nokia, si vous voulez, et j'espère, pardon, voilà, c'est là, j'espère que vous allez comprendre un petit peu ces éléments-là. Vous prenez Internet, vous prenez, si vous voulez, vos documents, et prenez Nokia, même si elle n'existe pas beaucoup, hein, ou prenez Apple, ou prenez Samsung, hein, et dites-moi, d'après vous, quelles sont ses forces, faiblesses, opportunités et menaces, en faisant une petite recherche. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là. Là, jeudi prochain, je vais faire 2 séances. Je continue, si vous voulez, sur SWOT en vous donnant un exemple. Ensuite, je vous montrerai comment on fait une étude de cas rapidement. Et nous allons faire, si vous voulez, le jeudi, quelques éléments sur l'analyse Pestel. Qu'est-ce que c'est que Pestel? Pestel, c'est tout simplement, si vous voulez, une analyse qui va, en principe, vous permettre d'approfondir en quelque